Nous avons franchi le cap du lundi, bien par la grâce de Dieu. J'espère que c'était pareil pour vous. Et aujourd'hui, on a la chance de vous retrouver pour la deuxième fois et la dernière fois cette semaine. Et comme l'a dit Alex, c'est le début du week-end pour nous aujourd'hui. Mais bon, bref, ce n'est pas le début du week-end, c'est la suite du travail. Et on espère que vous vous portez bien. Merci de nous choisir, merci de votre fidélité, merci de nous regarder, vous regardez le Loft. Et aujourd'hui, ça se passe avec des têtes que vous aimez beaucoup, une magnifique sur ce plateau-là. Donc à chaque fois qu'elle est là, c'est une énergie comme ça. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que le venin de Alex est arrivé quelque part, je ne sais pas. On va poser la question, on va essayer de comprendre, mais en attendant... Bienvenue à tout le monde. Alex, tu te calmes. Bienvenue, Philly. Bienvenue à toi aussi. Hein. Merci c'est ton plateau. beaucoup. Comment tu vas? Oh, ben c'est notre plateau. Ça va et toi? Oui, ça va. D'accord. Alors, toujours pas bonjour à Alex. La semaine dernière... Bonjour. Philly, ça va? Tu vas bien? Oui, pardon. Tu as C'est une pas super grave. bonne mine. Merci. Merci de me le dire. Je suis rassurée. Si, tu as une tête, c'est pas comme pour lui. Hein. Sur lui, ça se voit que... Ça va. On a vu pire avec Alex. Bon, c'est vrai qu'on a vu pire, mais... Non. Hier, tu avais une mine magnifique. Mais aujourd'hui? Moins bien. Bon, c'est vrai, souvent, je dirais, sont les dommages collatéraux du soutien d'autres personnes, en fait. Donc, hier, par exemple, j'ai passé ma soirée à soutenir d'autres personnes et ça m'a permis de rentrer, ça m'a fait rentrer tard, donc du coup... Ça a permis de rentrer tard, comme d'habitude. En fait, c'est pas pour rien que le mot est venu. Mais les filles, arrêtez, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Arrêtez. tu n'avais rien à faire. Tu n'avais pas d'excuse pour rentrer tard hier. Non, mais ça, hier, c'était pour la bonne cause. Oui, mais ça t'a quand même permis de respecter tes heures tardives. Non, pas du tout. Je suis très casanier, Stéphanie. Je suis très casanier. Genre, je passe... Bon, casanier, oui, mais couche-tard aussi. Oui, couche-tard, tu vois, casanier, mais couche-tard. Enfin, même casanier... Quand c'est professionnel, souvent, c'est ce que j'explique à la plupart du temps. Souvent, le côté professionnel te fait tout le temps sortir. Tu as tout le temps des soirées, des dîners. Tu es obligé de Il a fait garder exprès de choisir ce métier. La belle vie, donc- quoi. Ouais, il a Non, fait c'est pas exprès. la belle vie, ne confondez Il pas a le fait exprès de travail. choisir. et Moi, la j'aurais belle bien aimé vie. avoir un travail qui me permette de sortir. Philly, toi, ton bah, travail, attends, tu es si tu tout en voyages. 2 avions. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. Ça, C'est la même- on peut échanger, hein, on peut Ah, mais échanger t'es tout quand le tu temps veux. parti aussi. Oui, hein. ben, vivement que les voilà. frontières se réouvrent, hein, franchement, parce qu'on a marre. T'es tout le temps parti. Donc, c'est Non, bien mais- que que tu te sois sacrifié hier pour la bonne. Ouais. Pour en revenir au venin dont je parlais, la semaine dernière, j'ai dit que j'allais faire la même tête que Philly. Finalement, on a pratiquement la même tête. Ouais, Sauf que c'était pas cette tête-là. c'est pas cette tête. C'est C'était pas Philly, ça. c'est Philly qui est Qui est venu qui un t'a petit peu vers rejoint. toi. J'ai gardé un côté Philly, un léger côté Philly, puis j'ai pris une grande partie Stéphanie. Puis Voilà. Parce que le truc, c'est que j'ai dit, je vais faire la même chose. Et il s'est assis, il nous a sorti une longue théorie sur la coupe courte, sur le fait que ça ne va pas à toutes les têtes, sur le fait qu'il faut Je m'en rappelle bien. réfléchir. Et. Enfin, je n'ai pas compris. Est-ce que l'objectif, c'était de me dire à moi, non, ne fais pas ça, ou de dire à Philly, Ne viens pas vers reviens. Stéphanie. Du coup, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Non, mais le truc, je ne veux pas revenir, je ne veux pas polémiquer sur ça, mais l'avantage de Philly, c'est son visage allongé. Elle a un visage allongé et ce genre de coupe lui allait super bien. Mais les gens comme moi qui ont des visages ronds, D'accord, suivez mon regard. Suivez mon regard. Je dis rien, vas-y. donc du coup, pour nous autres, c'est plus compliqué, quoi. Il y a d'autres coupes qui peuvent aller, mais pas forcément la même coupe. Je le que prends les comme un visages. défi. Hein. Non, mais ça, je parle de moi qui ai un visage Oui, rond. qui a un visage rond, qui n'a pas une coupe courte en ce moment. C'est bien ça, hein? C'est ça. Exactement. Mais C'est pourtant, ça, t'en tu as une, hein. Bah non, c'est lui, il a une tête ronde et pas de coupe courte. Tranquille. Et pourtant, ça te va. Je comprends. Ça, Il c'est imaginaire, c'est imaginaire. Très bien. n'y a pas de problème. No Je comment. t'attends au tournant. Il n'y a pas de problème, on est là ensemble, toujours au loft, avec nos très chers téléspectateurs. D'accord. T'as passé un bon week-end, Philippe? Ah oui, très bon. D'accord. D'après bon ce que j'ai week-end. entendu dans les coulisses, c'était pas... Non, ce c'était qui se passe dans les super, coulisses reste dans les coulisses. Les téléspectateurs, vous voulez que je vous raconte ce que Phil a fait de son week-end? Tu veux qu'on raconte ce que toi tu as fait? Moi, j'ai rien fait, Ça moi, va tu es aller. sage. Ça va aller. On va parler de
qui peut être dit à l'antenne. Tu as passé un bon J'ai week-end? passé un très bon week-end. D'accord. Je suis sortie un peu. Comme on avait fait l'émission par rapport au tourisme au burkinabé, bah, on a réouvert les frontières. Quand on a levé la Inter. quarantaine. La quarantaine, pardon. Et j'ai profité, bah, je suis sortie un petit peu de Ouaga et j'ai très bien apprécié. T'as vu? Oui, raison pour laquelle hier, j'étais pas trop dans le mood. Hier, j'ai pas pu venir. C'était toujours en... Oui, et je devais passer au bureau, donc il y avait beaucoup de choses à rattraper. Ah, mais c'est bien de visiter le Burkina, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'on a vu dans notre émission, justement, sur fait. le tourisme interne. Il y a tellement de choses à voir que c'est dommage de se Limiter à Ouaga. Voilà. Si lundi Faut prochain, sortir. je ne suis pas sur le plateau, sachez aussi que j'irai en tourisme interne. Non, attends, pardon. Donc, si. Non, chacun son truc. Non, c'est ça, moi aussi, je pars en tourisme interne. Depuis quand? Ça, tu ne nous as pas parlé de ça. Non, en plus. tu viens de me donner l'envie, je viens de prendre la Bah, je te décision. suis si tu Ah, pars. Alex. On avait prévu d'y aller tous ensemble. Non, en fait, de mardi à lundi, il y a plein de jours. Il n'y a pas de raison que tu attendes le lundi pour partir. Non, mais genre, tu pars le vendredi, le samedi, le dimanche et tu rentres le lundi. Pourquoi tu es rentré lundi? Lundi, c'est un jour ouvrable. Tu rentres le dimanche. Logiquement, Non, c'est ça. Même quand tu rentres le dimanche, tu as besoin Non, de du te tout. remettre. Du Philippe tout. peut en témoigner. De toutes les façons, je suis sûre que Arrivé lundi. nos téléspectateurs ne seront pas d'accord avec ça. Donc, c'est une excuse que tu prends tout de suite, mais qui ne passera pas. Bon, on attend lundi pour Non, voir. ça ne passera pas. Philippe, on Parce que attend tu as lundi. intérêt à me trouver une autre excuse. Ou bien on fait le loft là-bas, c'est tout. Oui. Sinon, tu ne vas pas nous laisser, je suis désolée. J'ai proposé à Stéphanie. Sûrement que les Bobolais nous attendent pour qu'on vienne faire le loft. On vous, à met, Bobo. on met dos au mur, hein. Vous savez, souvent il faut profiter. Il faut profiter, c'est ça, Ah, les ouais. Bobolais. On arrive, Stéphanie. Parole de Philly, Alex, donc tu gères le voyage. Quelle parole d'Alex? Ah, bah, tu Parole l'as de dit. la production du loft à la tête, Stéphanie. Non, à cet instant précis, la personne qui parle, c'est toi. Alex n'absorbe rien. J'emprunte ta bouche pour parler. Non, Aux je téléspectateurs l'utilise Bobolais. super Moi, bien. elle est Pour dire très ce bien que j'ai à entraînée, je suis dire. pas sûre qu'elle va faire la garde de dire ça. Je l'utilise super bien pour dire ce que j'ai à dire. Donc, tu assumes tes propos. Bon, bref, de Philippe. toutes les façons, aujourd'hui, on ne parle pas de tourisme. Aujourd'hui, on parle musique. Oui. Donc, enfin, on parle musique. On parle de l'univers de la musique. Et vous le savez, depuis un certain temps, les mardis, on finit avec la rubrique Job Astuce, donc qui vous donne des conseils pour vous préparer, pour chercher et trouver de l'emploi, pour éviter les pièges qui souvent nous bloquent dans notre démarche de recherche d'emploi. Donc, on a vu comment faire le CV, on a vu comment préparer l'entretien d'embauche. Et aujourd'hui, on sera vraiment dans l'entretien, les étapes à franchir, comment être sûr qu'on a tout bien fait et qu'on a mis toutes les chances de son côté. Mais ça, c'est en fin d'émission. Mais en attendant, pour notre sujet du jour, on s'intéresse vraiment à l'univers de la musique. Naturellement, vous le savez, on reçoit un invité mieux avisé que nous pour en parler. Mais avant qu'il vienne sur notre plateau, j'ai quand même envie d'avoir un petit point de vue sur ce plateau de ces deux-là par rapport à leur connaissance de l'univers de la musique, avant qu'on accueille notre invité. Alors, Alex, toi, qu'est-ce que tu sais de ce monde de la musique-là? Le monde de la musique, il est très souvent comparé à celui de la mode. C'est vrai. C'est deux mondes, je ne pense pas qu'il y ait un très large fossé entre les deux parce que c'est, je dirais, assez complémentaire. Mais bon, on entend du tout des rumeurs. C'est vraiment un monde d'excitation, de palpitations, de rumeurs, du tout, quoi. En gros, c'est l'image externe que nous avons, mais en interne, ce n'est pas le cas, en fait. D'accord, ok. Donc souvent, c'est les préjugés parce qu'on est dehors. Exactement. Philly, toi? Bon, bah moi, je trouve que le monde de la musique, je ne m'y connais pas trop, mais je travaille dans le milieu artistique. Donc, comme il dit, la mode, pour moi, la mode aussi fait partie c'est un art. c'est ça, La mode, la absolument. musique, la peinture, ainsi de suite. Donc, je mets tout ça dans le même lot. Il nous procure beaucoup de plaisir, nous, les gens de Oui, l'extérieur. vous Mais êtes dehors. en interne, je crois qu'il y a beaucoup de vices à l'intérieur aussi. Il ne faut pas mâcher ces mots. Il y a beaucoup de bons côtés, mais il y a aussi de côtés négatifs. Il faut avoir l'esprit très dur pour pouvoir vivre dans un tel milieu. Dur ou fort? Dur, non, il faut être fort et dur dans la tête surtout. D'accord. Je suis très fort dans la tête, moi je pense, hein, parce que c'est des gens qui se sacrifient pour donner du plaisir. Oui, Et à quel prix? c'est vrai. C'est ce qu'on va savoir. D'accord, ok. Donc pour en parler, on reçoit un ancien artiste musicien burkinabé
qui a fait rêver pas mal de filles, mais qui a décidé à un moment donné de mettre fin à sa carrière. Il est passé de l'autre côté. Maintenant, il est producteur. On a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui sur ce plateau celui-là que vous connaissiez sous le nom de Essie Premier. Francis Campbell est des nôtres aujourd'hui. Il nous rejoint. Merci beaucoup de nous rejoindre, Francis. Prends place. C'est chez toi. Fais comme tu veux. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Philippe, Bonjour. comment ça va? Alors, il y a certainement des personnes qui se disent « Ah tiens, il est toujours au Burkina », donc dis à tous ceux qui t'ont perdu de vue, qui te cherchaient comment tu vas, s'il te plaît. La première chose que tu vas faire, c'est de t'adresser à tous ceux qui t'ont découvert dans la musique, qui t'ont kiffé, comme on le dit, et qui se demandent où t'es passé. Parle-leur. Bien, bonjour tout le monde, bonjour à la nation. Je suis toujours là, bien portant en chair et en os, et puis je vais bien. Je suis toujours dans mon pays, le Burkina Faso. Un peu plus dans l'ombre, mais pour des raisons personnelles et pratiques, sinon je suis bien là. D'accord, ok. Alors avant de venir, j'ai posé une petite question. Est-ce que tu peux donner ton appréciation des avis de Alex et de Philippe par rapport à ce monde de la musique-là? Alors, j'ai un point de vue assez particulier pour avoir été, avant de chanter, je pense, un des premiers plus jeunes producteurs du Burkina. Voilà, parce que j'ai commencé à 15-16 ans à rentrer dans les studios. Ensuite, avec des aînés à moi, nous avons monté un label qui s'appelait 8e Sens, qui a produit les premières sonorités burkinabées, Faso Connexion, tout ce qui sortait de Wemtenga, ici au Faso, La vie est dure, toutes ces choses-là. Donc, j'étais un gamin. Et ensuite, il y a eu un certain développement à comprendre que pour que la musique aille plus loin, il ne suffisait pas juste d'avoir des moyens et d'avoir du potentiel. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le ghostwriting, c'est les métiers de l'ombre du showbiz qui plébiscite l'idée selon laquelle tout se construit en arrière-plan. C'est quelque chose qui n'a pas su, jusqu'à présent, selon moi, voir le jour avec efficacité au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'artistes qui ne savent pas qu'on peut chanter sans pouvoir écrire. On peut écrire sans pouvoir chanter. Qu'être auteur, c'est un métier. Qu'être compositeur, c'est un métier. Il y a des artistes, s'ils n'écrivent pas eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne sont pas artistes. D'autres pensent que c'est caduc. Alors après, pour entrer dans le vif du sujet de la réaction, je crois qu'il faut plus penser aux côtés de l'entourage. D'accord. L'entourage, selon moi, prédéfinit le caractère et lui permet de s'amplifier, soit négativement, soit positivement. Donc, dans ces deux cas de figure, un artiste qui est bien entouré fera forcément moins d'erreurs qu'un artiste qui est mal entouré. Nous sommes tous plus ou moins, à peu de choses près, influençables. Jusqu'à quel point maintenant, il y a un adage qui dit que tout homme a son prix, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, mais je pense que c'est quand même vrai. Selon vos visions, selon vos rêves, selon les vices que vous avez, vous êtes achetable à la hauteur de vos pensées et de vos raisonnements. Après, quelqu'un va dire, oui, moi, je n'ai pas de prix, je crois qu'il faut juste qu'on ait cerné les points sombres et les points clairs de cette personne, il aura un prix. Parce qu'en fait, le prix n'est pas forcément pécunier. Voilà, exactement. Exactement, on a eu ce débat et je pense que j'étais sur la même longueur d'onde Mais que toi, toi. tu parlais d'argent, monsieur. Non, mais pas forcément d'argent. On avait trouvé un chiffre, Alex. Laisse tomber. mais je suis tout à fait d'accord avec toi en disant, peu importe que ça soit financier ou matériel, au moins on a nos prix, quoi. On peut nous acheter. Prix, c'est trop on va dire. nous exposer dans le marché. Mais chacun a son point faible. C'est comme dans un supermarché, il y a des prix, il suffit de trouver combien. Chacun a son point faible. Chacun a son point faible. D'accord, ok. Mais en fait, c'est vrai qu'on est direct allé sur le vif du sujet parce que je leur ai demandé ce qu'ils pensent du monde de la musique. Et dans ton développement, justement, tu as parlé du fait qu'il y a des auteurs qui ne chantent pas forcément, il y a des interprètes qui n'écrivent pas forcément. Quand on parle de l'univers de la musique, qui est-ce qu'on retrouve dedans? Toi qui as quand même évolué dedans longtemps. C'est quoi les profils qu'on y retrouve? Bon, ça dépend du type de musique qu'on fait. Si on fait de la musique pour les festivals, si on fait de la musique pour le grand public, si on fait ce que j'appelle la musique de salon. De la manière dont on rentre dans la musique aujourd'hui, le milieu commercial, il n'y a plus forcément besoin de chanter. Il y a les vocodeurs, on trafique la voix très facilement. On peut choisir un artiste parce qu'il a un bon profil physique et après, il faut juste que l'équipe de production soit assez intelligente
pour savoir comment vendre l'artiste. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, qui ne savent pas que Rihanna, Chris Brown sont des artistes qui ont fait jusqu'à 5-6 ans de carrière avant de pouvoir écrire une chanson. C'était interdit par la maison de production. Donc, pour les gens, c'est tout beau, tout frais, mais ce sont des personnes qui font vivre de 10 à 50 personnes derrière. Donc, c'est toute une machine qui fonctionne, c'est toute une industrie qui permet aux gens de se voiler derrière le produit d'entreprise. Voilà, vous vendez une bouteille de Coca-Cola, il y a le chimiste, il y a l'embouteilleur, il y a le publiciste, il y a le directeur marketing, ils sont tous payés, mais il faut que cette bouteille s'adresse à toute personne de façon précise. Pourquoi aujourd'hui tout le monde aime le Coca? On n'en a aucune idée. Tout le monde aime le Coca. C'est gazeux, c'est pétillant. Donc, il y a eu une formule de travail artistique, technique. Il faut se mettre à la place des gens qui vont consommer. Donc, il ne faut pas être égocentrique, il ne faut pas être égoïste. On oublie ses propres émotions. On se dit, qu'est-ce que les gens aimeraient bien avoir? Il faut faire une étude de marché, il faut discuter avec les gens. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, plein de gens se sont développés. Il y a des chanteurs, il y a des DJ aujourd'hui qui ont des carrières. Il y a les artistes de festivals qui ont aussi leur carrière, qui partent avec des musiciens, qui ne peuvent absolument pas chanter seuls. Donc, selon les contextes, vous retrouverez le chanteur, vous retrouverez le choriste, vous retrouverez l'ingénieur son, vous retrouverez l'auteur, le compositeur. Après, vous passez dans la production, producteur délégué, producteur exécutif. Après, ça dépend du type de production. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais bon, pour la base, je pense que j'ai cité un peu l'essentiel. Donc c'est toute une chaîne derrière. Il ne faut pas juste se limiter et se focaliser sur l'artiste et se dire c'est lui. Quand c'est voulu, professionnellement, oui. D'accord. Donc ça veut dire que c'est possible que tout ça se retrouve dans une seule personne, en l'occurrence l'artiste. C'est possible ça? Pas forcément, parce que certains de ces secteurs vont nécessiter un background assez important. Vous ne vous levez pas aujourd'hui dans un album de 11 titres, comme ça sur un coup de tête pour dire « je sors cette musique-là ». On le fait ici chez nous, on le fait en Afrique. Dans le milieu professionnel en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas des choses que vous pouvez faire. Dans les majors, Sony, Universal, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Ok, ce son, on peut le sortir. Pour quelle raison? Il va plaire aux vieux, il va plaire aux jeunes, mais est-ce que ce son passe en boîte de nuit? Bon, quelle est notre cible? Ok, le son sort en décembre. Si c'est en décembre, c'est les boîtes de nuit qu'on veut. Tout le monde sera dehors. Donc ce son et ce son sont les plus adaptés à... Voilà. Donc il y a des réunions qui doivent se faire, il doit y avoir des discussions. Dans certaines maisons de production, on fait des sessions d'écoute. Donc on va prendre 10 ou 15 personnes triées sur le volet, comme ça. Peu importe d'où ils viennent, il faut que ce soit monsieur et madame tout le monde, 7 à 77 ans. Et on leur fait écouter les 30-45 premières secondes de chaque titre. Et on leur demande de choisir du premier jusqu'au dernier leur préféré. Et dans la plupart des cas de certains tests, ce n'est jamais ce que la production a prévu qui revient. Voilà, c'est toujours le public qui a choisi un son, les gens sont étonnés. Maintenant, bon, est-ce qu'on écoute le choix de la raison ou on écoute le choix du public? Mais c'est toujours bon. C'est le public qui consomme. C'est le public qui consomme. Bah, après, il y a ce qu'on appelle le directeur artistique, qui est un peu le métier clé entre le côté artiste et le côté production, qui est supposé avoir une longueur d'avance sur tout ça. Donc, c'est lui qui doit faire beaucoup plus attention au public, beaucoup plus attention aux retombées économiques. Donc, il prend les décisions les plus difficiles parce qu'il permet de dire, bon, peu importe que ce soit ça, ça ou ça, c'est ce son qui va marcher le plus parce que c'est la tendance actuellement. Si on regarde en Côte d'Ivoire, si on regarde au Nigeria, on regarde au Gabon, ça se passe comme ça, on sort ça d'abord. Et ce n'est pas forcément le meilleur son de l'album. Mais on risque de le sortir comme ça. Et il y a des chances que ça marche parce qu'en ce moment, c'est ce que le public consomme. Si le directeur artistique est bon, oui. D'accord. Okay. Bah, là, on est vraiment dans le côté technique du fonctionnement de l'entreprise, enfin de l'industrie de la musique et tout ça. Mais quand elle a parlé tantôt du monde de la musique, elle a dit que c'est de nous qui regardons de l'extérieur. On a souvent l'impression que c'est un univers de plein de vices. Est-ce que c'est juste un préjugé de tous ceux qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur aussi, effectivement, souvent, on a cette façon de voir les choses-là? Alors, écoutez, de mon point de vue, tous les métiers qui n'ont pas l'air d'en être sont plus propices aux vices que les autres. D'accord. Le football, le cinéma, je dirais même le journaliste, présentatrice non, vas-y, n'aie pas peur de tous les métiers qui semblent passer pour des loisirs, quand ils sont bien exploités,
il projette les précurseurs de ces métiers comme des personnalités publiques. On a besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, au moment où vous le faites. Pourquoi? Bon, parce que vos vies sont plus intéressantes que les nôtres. Il y a toute une armada de scénarios, de typologies, comment je vais dire, de mécanismes mis en place pour permettre à l'image qui est en avant d'être plébiscitée vers le sommet. Donc vous jouez un film, vous l'incarnez bien, les gens vous croisent dans la rue, ils ne peuvent plus vous voir en tant que personne normale, ils voient l'acteur. Oui, c'est vrai. Les émotions palpitent, ils revoient le film en vous voyant. Vous, Oui, vous il a dit que c'était un monde de palpitations. Voilà. Vous pensez à votre prochain scénario, ils sont là, oh my God, oh c'est... Donc, vous avez le choix, si vous êtes bien entouré, je reviens encore à l'entourage, vous allez être confronté à beaucoup de choix. Quel que soit votre âge, vous découvrez les choses. Vous arrivez au restaurant, vous voulez payer, on vous dit que ça a été payé par le monsieur là-bas, qui vous fait un coucou. Apparemment, tu parles de souvenirs, ça. Oui, c'est des choses qu'on a vécues. Et vous avez facilement tendance à vous laisser avoir parce que tout semble facile. Pour les hommes, les femmes, pour les femmes, les hommes. Vous vous rendez compte que cela a un prix, celui de l'excellence. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes dans un secteur où il y a une prépondérance d'artistes qui réussissent. Donc, on ne reste pas le numéro 1 longtemps. Donc, pour évoluer dans le challenge, certains vont devoir travailler plus dur que les autres. D'autres vont devoir passer des heures à bosser. Donc, c'est des insomnies à n'en plus finir. Et pour ceux qui veulent gagner du temps plus rapidement, les stupéfiants, les consommations de drogue et autres, ça peut se faire dans des soirées, ça peut se faire ailleurs, mais ce sont des métiers beaucoup plus compliqués que le simple fait d'être un citoyen qui va au bureau, qui est fonctionnaire de l'État. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà, exactement. Les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, si vous êtes influençable, si vous êtes fragile, vous cédez facilement à plusieurs types de vices que les autres personnes vivent au quotidien, mais pas avec la même intensité que vous. Et surtout que ce n'est pas relayé au même niveau, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans la vie du citoyen lambda. Exactement. Comme tu l'as dit tantôt, à la limite, le voisinage à côté s'y intéresse sans plus. Alors que pour l'artiste, c'est autre chose. Ça arrive vite aujourd'hui, en plus avec Internet. Mais il se trouve en fait qu'on a posé la question à quelques-uns de nos téléspectateurs sur justement les dérives qui peuvent arriver dans cet univers de la musique-là. On écoute leurs réponses et on revient pour relancer cette discussion. C'est un contrat qui lie à la maison. Voilà, donc ce qui fait que la maison s'occupe de l'artiste. Voilà. Mais en cas de conflit, ça fait que bon, c'est l'artiste qui est souvent le perdant. C'est le producteur qui a des difficultés avec son artiste, c'est le manager qui a des difficultés avec l'artiste, et ou soit c'est les danseurs, donc les dérives, ça n'en manque pas. Donc je conseille également à mes frères artistes qui ont des difficultés d'essayer de gérer ça à l'interne. Vous voyez, les autres arrivent à s'en sortir parce qu'ils arrivent à écouler leurs produits. Mais nous, jusqu'à présent, on n'arrive pas à écouler notre produit, on n'arrive pas à vendre notre art. Vraiment, si l'artiste tient des propos qui ne coordonnent pas, ça peut constituer un danger même pour la nation. Pour quelqu'un qui est le miroir du peuple, alors dans nos propos, dans nos dits, effectivement, on doit faire très attention. La nouvelle génération croit que c'est en baissant les culottes qui fait le look. Mais je crois que c'est à nous, les artistes, de travailler pour qu'on puisse changer les tout petits qui vont venir. La difficulté, c'est le producteur qui a doublé l'artiste, c'est l'artiste qui est parti jouer sans dire à son manager. Ça peut arriver. Ce qui est désolant même dans le showbiz, c'est tout made in Burkina Faso, c'est qu'on dépose tout sur la toile. La toile sera enflammée, les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais toi, ta relation avec ton producteur, ton manager, ton auditeur va prendre un coup. Eh bien, ceux qui se sont exprimés sont quand même du milieu. Et il y a quelque chose qui est revenu. Et c'est vrai que nous, souvent sur Internet, on s'amuse de façon un peu sadique, c'est pas gentil, à lire toutes ces petites guéguerres entre artistes, producteurs, managers. Et on a l'impression que c'est récurrent. Parfois, on se dit non, c'est juste un buzz pour qu'on s'intéresse à eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'une relation avec un artiste et son entourage, ça ne va jamais comme un long fleuve tranquille. Il y a toujours un moment où ça casse, et ça casse de façon fracassante, et tout le monde le voit. Et naturellement, chacun y va de son point de vue. On prend des parties, et après, bizarrement, il se rabiboche, on est perdu, pour que ça recommence. Et on se dit, bon,
Pourquoi on est souvent face à ce genre de situation? Oui, moi je pense que c'est tout simple. Tout le monde vit ça au quotidien. La relation artiste-producteur, c'est comme deux amis, c'est comme un copain et sa copine, c'est comme un mari et sa femme. Ah bon? C'est une relation. Une relation, ça s'entretient. Et aujourd'hui, les relations les plus compliquées sont celles qui ont en matière sentimentale ou financière. Dans les deux cas, la musique est concernée par ces deux points. C'est sentimental, c'est financier. Il y a des artistes qui sont des bénis oui-oui, qui sont capables d'être à la solde du producteur. Donc le producteur sait ce qu'il faut faire et ils font tout ce que le producteur leur dit de faire. Jusqu'au jour où ils n'ont peut-être plus envie. Ça peut être le contraire. Ça peut être l'artiste qui sait ce qu'il veut et le producteur qui ne sait absolument pas ce qu'il faut faire, mais qui pense que l'artiste a un potentiel. Ou ça peut être l'artiste a une vision, le producteur a une vision. Dans les deux cas, les deux vont engager des sentiments. Il y aura une suite logique d'action. Et selon le comportement de tout un chacun sur la durée, ça peut passer comme ça peut casser. Donc des fois, c'est l'un des partis qui sauve l'autre par sa sagesse ou son intelligence. Des fois, c'est l'autre qui brise, etc., etc. Aujourd'hui, l'homme reste l'homme. Ce que le producteur est capable de faire de pire à un artiste, un homme peut le faire à sa femme ou une femme à son mari. La différence maintenant, c'est que si c'est sur les réseaux sociaux, c'est amplifié par le besoin des gens de réagir sans même, je veux dire, ne serait-ce que même 50% des informations. On lit une phrase, il a osé, personne n'y était, personne ne sait comment ça s'est passé. C'est le premier qui enflamme, qui a des points jusqu'à ce que l'autre réagisse. Donc, les réseaux sociaux sont devenus une arène pour la vie sociale. On n'y peut rien parce qu'il y a du bon dedans, pendant qu'il y a aussi du mauvais. C'est sûr. Donc, c'est plus exhorter les gens à faire plus attention à eux-mêmes. S'ils font plus attention à eux-mêmes, ils feront plus attention aux autres. C'est tout ce que je peux dire. Pour l'expérience que j'ai vécue... Mais logiquement, c'est une histoire de contrat. Donc, c'est dire... on a décidé qu'on fonctionne de telle manière jusqu'à tel nombre de temps et ensuite on voit. Donc, logiquement, quand on s'est signé des contrats, il n'y a pas de raison que je ne sais pas s'il y a plusieurs artistes dans mon cas au Burkina qui ont commencé d'abord la musique à la prod. Limite à 15 ans, qui ont été auteurs, compositeurs, chanteurs, directeurs artistiques, producteurs, qui ont investi de l'argent, perdu, gagné dans ça, pour faire la somme de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un artiste parler, je vois un producteur parler, j'ai l'émotion des deux, un vécu de presque 20 ans dans ça. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait beaucoup plus pour moi d'une contenance personnelle. Ça n'a rien à voir avec les contrats, ça n'a rien à voir avec la musique en elle-même. Quand quelqu'un veut être un faux type, il peut exceller dedans, il va vous faire des mesures, quelle que soit la qualité du contrat que vous avez signé. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans nos milieux. Il faut vraiment connaître la musique à l'extérieur, la musique à l'intérieur, pour comprendre que les problèmes ne sont pas les mêmes. Voilà, aujourd'hui, un artiste peut être extrêmement nul. Quand je dis nul, c'est que tout le monde écoute sa musique sans être convaincu que ça peut aller plus loin. Mais s'il a un producteur qui a le bras long, qu'il y a un réseau, il suffit que le producteur le pousse en avant, le positionne et force les gens à l'accepter. Il a des contrats avec les télés. Écoutez, je veux mon artiste, je veux son clip 5 fois par jour. Vous lui en devez une, vous jouez le clip 5 fois par jour. Bon, il a un autre réseau, tous les spectacles qui passent par tel ministère, tel circuit, tel quoi, mettez mon artiste dedans. L'artiste va bouger. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Les gens s'offusquent, d'autant de peu de professionnalisme, autant exploité, exposé. Ou alors, certains finissent par se dire, cette musique n'est pas si mal, hein, en fin de compte. On finit par l'accepter. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent dans tous les pays. Donc, à peu de choses près, en fonction des mentalités, je crois que les problèmes se valent, mais pour moi, ça reste encore une question de comportement humain à gérer. On a quand même plus l'impression que c'est très impitoyable. Parce que l'exemple que tu cites tantôt, un producteur qui a le réseau, qui fait partir son artiste, qui n'est pas forcément l'artiste de l'année, à côté, tu as justement l'artiste de l'année, qui est juste pas bien entouré et qui est obligé d'être assis là,
avec tout ce talent et qui regarde les autres évoluer, qui ne comprend pas, donc qui est frustré. Et à la première occasion qu'il a d'envoyer un coup, il enverra. Oui, c'est pour ça que je disais que ça se reflète à presque tous les secteurs du milieu de la vie sociale. D'accord. Voilà, ça peut arriver à un présentateur de sentir, ou une présentatrice de sentir qu'elle a le potentiel. Tout le monde dit qu'elle est super bonne, elle a le phrasé, elle a le côté verbal. Bon, peut-être que quelqu'un de la chaîne, un actionnaire a des vues sur elle, elle ne veut pas, elle est virée. Et elle ne peut plus trouver de travail dans aucune télé parce que le monsieur a assez de bras longs pour l'empêcher d'exercer. Peu importe son potentiel, comment voulez-vous qu'elle puisse l'exploiter? Elle ira sur la toile, elle se plaindra, les gens insulteront le monsieur, et l'année prochaine, on passera à un autre fait divers. Ça fonctionne comme ça dans tous les secteurs. C'est une question de comportement humain. Mais pas de la musique quand même. Aujourd'hui, on a l'impression que la musique, ça vit beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand même. Parce que les musiciens... Et surtout, pas forcément en musique. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que l'univers de la musique évolue dans les réseaux sociaux, mais dans autre chose que musicalement. On a des clashs par-ci, on a des menaces par-là, on a des petites guerres de clans par-ci. On a vraiment plus l'impression que c'est tout ce qui ne va pas, tout ce qui est à la limite mal vu par la société, qui fait que ça boue et que ça évolue toujours dans le milieu de la musique. Bon, moi je ne dirais pas ça comme ça. Vous savez, nous avons tous à l'intérieur de nous une âme d'enfant. On a un côté enfant qui ne s'éteint pas. Voilà, il vous arrive de faire des choses chez vous à un moment donné de la journée que vous ne souhaitez pas voir vos collègues voir faire parce que, bon, ça c'est votre truc à vous. Vous mangez peut-être du cérélac à 22h comme ça, plein pot. Il ne faut pas que les gens le sachent parce que, bon, je fais 3G pour ça, etc. Des petites choses banales comme ça. C'est votre jardin secret, mais ça fait de vous ce que vous êtes. Maintenant, il faut se dire que la majorité des êtres humains qui vous entourent sont pareils. D'accord. Si vous ne faites pas cet état de réflexion, vous ferez toujours les choses plus ou moins de travers. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la majorité des artistes musiciens se font dépasser par l'usage et l'exploitation de la toile parce que ce sont des personnalités publiques. Beaucoup pensent qu'ils doivent faire des lives parce qu'ils voient plein de stars faire des lives. Aujourd'hui, je vois des artistes qui font des lives suivis par 15 personnes, mais ils y vont tous les jours. Il y a une manière de faire les lives. Les lives signifient que vous avez quelque chose à dire qui va prêter attention. Mais en général, on attend que vous soyez assez influenceur dans votre style musical ou dans votre secteur pour que le live ait sa logique d'être. Aujourd'hui, si Emma Loès allume son live, elle peut se permettre, par exemple, de regarder qui se met en ligne et de faire 3 minutes sans parler. Elle sort, elle va chercher un yaourt, elle revient. Tranquille. Vous n'êtes pas assez, venez encore. C'est vrai. Elle part, elle revient. C'est l'assurance qui permet ça. Oui, et donc, cette assurance va titiller la rancœur des autres, la frustration. Et ils vont se précipiter pour développer le même type de process dans leur réseau qui n'est pas encore mis en place, qui n'est pas encore bien défini. Donc, vous allumez votre Facebook, votre Instagram, et vous devez tout supporter. Vous voyez des choses qui n'ont ni queue ni tête, et vous vous demandez comment ces personnes font pour ne pas se rendre compte qu'elles sont ridicules. Ça fait partie du jeu. Il y a des personnes qui leur écrivent inbox pour leur dire « Je me suis réveillé ce matin, j'ai écouté ta musique. Non, franchement, il faut que tu continues. » Ça les déclenche. N'importe quel chanteur est le chanteur préféré de quelqu'un. N'importe quel acteur est l'acteur préféré d'une personne. Il y a toujours un message que vous envoyez à une personne, ça lui parle à lui. Ça peut être très mal joué, ça peut être très bien joué. Mais si ça touche une personne et que vous la croisez, cette personne est capable de vous encenser. Ça peut être négatif ou positif, mais si vous êtes encensé, vous pouvez perdre les pieds et ne plus faire la différence entre la réalité et le virtuel. Donc, vous vous levez, vous voyez qu'il y a un truc qui est chaud sur le moment, vous voulez parler, il y a une bagarre entre lui et lui, vous allumez votre live, vous dites, bon, je n'ai pas l'habitude de faire les lives, mais je veux dire à mes frères, ce n'est pas le moment de comme ça, unissons-nous, le pays n'a pas besoin de ça, Les gens ont le temps pour regarder ça, ils ont le temps pour aller insulter, ils ont le temps pour aller encenser ça positivement. C'est devenu un métier. Donc, quand est-ce que ça va changer? Quand les réseaux sociaux vont plus nous éduquer que nous informer en masse dans le désordre. Ouais, ça, est-ce que c'est prêt d'arriver? Mais qui fait les réseaux sociaux? C'est nous.
c'est nous qui décidons de ce qu'on Et y les met. musiciens. Donc, et les et non-musiciens. voilà. Et du coup, en fait, moi j'ai envie de savoir, est-ce que Philly, quand tu l'écoutes parler, tu te dis, j'aimerais bien envoyer mon enfant dans ce milieu-là? Ah non, jamais. Non. Si un jour il a envie d'y être, bah, je ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et comme je l'ai dit, moi, personnellement, je travaille dans le milieu culturel. Ce n'est pas forcément la musique. Et ce que j'y ai vu, et pour tout te dire, c'est qu'à l'époque, j'avais faim, mais j'ai démissionné. Alors que j'avais faim, c'est un milieu où, je pense que c'est un milieu qui génère beaucoup d'argent. Et quand un milieu génère beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et il faut se connaître soi-même. Et le pire, c'est que tu es obligé... Il a dit tout à l'heure, par exemple, on a tous une part d'enfant en nous. Donc, ça veut dire que tu dois avoir cette liberté de pouvoir agir comme un enfant si tu le veux. Mais le simple fait de porter la casquette d'artiste, souvent t'empêche de faire certaines choses. C'est un frein. Et tu ne t'épanouis plus. Ça fait partie de l'épanouissement personnel. C'est pas plutôt l'inverse. Moi, j'ai toujours le sentiment que c'est l'inverse. Quand tu as la casquette d'artiste, bah, tu as droit à tout. Non, je ne pense pas. C'est un artiste. Je ne pense pas parce que, par exemple, comme il le disait, il a pris l'exemple de la boîte de Cérélac. Tu es chez toi, tu manges tranquillement. Maintenant, toi, en tant qu'artiste, moi, en tant que personne lambda, je peux manger tranquillement. Je ne me sens pas obligée de prendre une photo ou bien faire une vidéo pour montrer ce que je fais, ainsi de suite. Mais par exemple, tu es un artiste, tu es à la maison, surtout qu'on est dans une ère de réseaux sociaux, comme il l'a dit. Tu te sens obligé de publier tout, tu te sens obligé de partager tout. C'est comme si, même le fait de marcher, tu dois faire passer un message. Je trouve que c'est trop contraignant. Pour moi, être un artiste, c'est j'ai parlé de sacrifice avant qu'il ne vienne. Ouais. Pour moi, être un artiste, c'est laisser une part de soi-même au profit des autres. C'est exactement Moi, ça. c'est ce que je pense. Mais est-ce que ça, c'était pas avant? Moi, j'ai le sentiment que ça, c'était l'artiste d'avant. Alors, c'est quand c'est discipliné que ça peut être contraignant, mais que ça peut avoir un bon côté. D'accord. Je l'écoutais parler, j'avais un cas précis, parce qu'aujourd'hui, je suis agent de carrière, donc je m'occupe de beaucoup de gens. Oui. Et je vais prendre un exemple tout simple. Mademoiselle Danielle Flora Traogo, Miss Burkina 2019. Et tout ce qu'elle fait, publication, texte, on contrôle. Il y a des jours, elle se lève, elle veut mettre une photo en ligne, elle me l'envoie à 5 h du matin, c'est son heure. Et il y a une épaule qui est trop dehors. Je lui dis non, c'est trop dehors. Mais non, la Miss de X pays a fait pareil. J'ai dit, on est au Burkina. Nos mœurs vont... Non, prends pas ce risque. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est de mauvaise mœurs. Si elle poste ça, c'est de sa génération. De mettre un peu l'épaule dehors, d'être un peu sexy. Donc, moi, de mon point de vue, j'ai l'expérience d'avoir vu les clashs de certains. Ma petite sœur Fleur, l'histoire de son maillot de bain à la plage. Oui. C'était pas dans une chambre, c'était pas dans un salon, mais ça a frisé voilà, la polémique. Donc, et elle a enflammé les réseaux avec sa réponse. Donc, il faut avoir un certain recul, mais le recul ne sert pas si on n'a pas l'expérience d'abord du vécu. Un artiste qui n'a pas vécu les contradictions, qui n'est pas contraint à certaines choses, il fait ce qu'il veut et après, quand on tombe sur lui, soit il a honte et il l'enlève, soit il assume, mais il va se passer quelque chose. Si maintenant il est protégé, il est encadré, il est assisté, on peut lui permettre de réfléchir à 2 fois en lui disant « Écoute, quand ton mandat va finir, tu seras moins populaire. Pour le moment, ton image ne t'appartient pas, elle appartient au Burkina Faso. Tu es l'image qui représente le pays sous tel aspect. Il faut être capable de lui dire ça. Si vous lui dites juste « Non, ne mets pas », pourquoi? Elle boude et elle le met. Voilà, elle a le droit. Donc, il faut, et c'est de la diplomatie, c'est de la négociation. Je suis d'accord avec elle quand Philly dit qu'elle ne mettrait pas son enfant dans le milieu. Tu penses pareil aussi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis un artiste dans l'âme. Tous les métiers que j'ai eu à faire à ce jour, aussi différents soient-ils, ont toujours tourné autour de l'art. Bon, aujourd'hui, je suis le papa d'une petite fille qui a 1 an et qui a quelque chose de très particulier. Elle danse sur tout. Elle danse sur les musiques, elle danse sur les génériques de films, elle danse sur... Quand le journal de la télé commence, elle danse sur cette musique. C'est une serial danseuse, voilà. Ton téléphone sonne, elle danse. Tu te mets à parler avec quelqu'un ou tu sors de la douche, tu chantonnes et tu viens la trouver en train de danser sur ta voix chantonnante. Donc,
tu te poses des questions. vois déjà quelque Est-ce que chose. demain, si elle veut, oui, non, c'est l'entourage. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour l'encadrer, pour la suivre, jusqu'à ce qu'elle puisse ou il puisse raisonner par lui-même? Parce qu'à un moment donné, après, quel que soit ce que vous vouliez, il fera ce qu'il veut. C'est comme ça. Après, il y a un moment donné où les informations de l'éducation passent, puis à un moment donné, c'est trop tard. Il y a assez d'informations de dehors qui sont rentrées, le peu d'informations de la maison qui sont rentrées. L'être fait la jonction des deux, et selon ce qu'il a le plus impacté, il développe son autre caractère que vous assumez. Ça peut être de la rébellion, ça peut être un comportement très passif, mais vous devrez assumer ça parce qu'il va arriver un âge où vous ne pourrez plus contrecarrer tout ce qui de mental est en train de se fomenter dans la tête de votre enfant. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, moi je suis touché un peu de ça de près. Parce que je fais partie de ceux qui militent aujourd'hui pour qu'il existe le conseil d'orientation scolaire dans les écoles. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons trop d'étudiants qui, au sortir de la terminale du bac, commencent des premières, deuxième, troisième années sans vraiment savoir pourquoi et rebroussent chemin 2 ou 3 ans plus tard, quand ils en ont le courage. Et surtout quand ils s'en rendent compte tôt. Parce que souvent, il y en a qui vont jusqu'à commencer à travailler. D'autres vont jusqu'à la fin, ils travaillent, ils dépriment et ils cherchent une formule pour revenir en arrière. Voilà. Donc l'entourage. L'entourage, que ce soit dans la musique ou hors de la musique, va déterminer votre capacité à gérer le succès, à gérer le besoin de succès. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de sacrifier le succès pour une vie plus posée, c'est vrai qu'il y en a qui disparaissent tranquilles parce qu'ils ne supportent plus. Oui, parce qu'ils ne supportent plus, parce que ça empoisonne la vie. Vous arrivez à un certain âge où il faut être père de famille, où il faut être marié. Peut-être que vous n'avez pas encore cette idée en tête, ou peut-être que vous l'avez. Mais selon ce qui vous trotte dans la tête, est-ce que vous vivez au quotidien? Soit ça vous plaît parce que le vice doit perdurer, soit ça vous dégoûte parce que maintenant vous êtes en train de changer. Mais c'est normal. Est-ce que c'est ce qui explique que Essie soit passé de la lumière à... Alors, que soit passé de Essie à Francis, j'aime bien quand les gens me disent « Ouais, tu es tombé, tu as disparu ». J'ai dit « Pourtant, je vis maintenant les meilleures années de ma vie ». C'est ce qui est particulier. Ce que la musique, le showbiz m'ont apporté de mieux, je l'ai vécu jusqu'au point où ça m'a détruit un peu. Moi, je fais partie de ceux que ça a détruit. Voilà. Donc après, quand j'ai fait un retour sur moi-même, j'en voulais à trop de gens du milieu, que je croise toujours aujourd'hui, avec le sourire, parce que j'ai pu tamiser sur ça. J'avais des envies de vengeance, j'avais des envies d'aigreur, des envies de remettre ce qu'on m'a... moi, ma chance, ça a été Dieu. Voilà. Je dis ma chance parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir d'avoir la direction qui va vers le haut et de décider par soi-même. Il y a des gens qui disparaissent parce qu'ils ne perçoivent plus, pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel. Aujourd'hui, je continue de coacher des artistes qui me disent à longueur de journée, tu as encore le truc, pourquoi tu laisses, pourquoi tu... Voilà. Et je leur dis, je rigole parce que je me dis, chacun a son truc à faire. Voilà. Donc, une petite anecdote banale. Un de mes clients, jeune artiste influenceur Hugo Boss, qui ne comprend pas, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, pourquoi justement, à mon contact, quand il croise les gens qu'on croise, il sent bien. Il est d'une génération qui ne m'a pas connu. C'est vrai. Donc, suite à un excès de rencontres avec des gens qui me parlaient d'une manière, il est allé faire ses recherches sur YouTube. Et un jour, il m'a écrit un message, il m'a dit « Ah, boss, mais tu es une légende !» Que non, les gens déconnent. Que « Ah, on t'a pas fait chevalier de l'ordre. Non, tout ce que tu as fait, non, c'est pas possible, moi je peux pas croire. » Donc c'est toi qui avais fait ça, c'est toi. Et je lui ai dit « Mais tu n'as même pas idée de ce que j'ai fait. C'était pour rigoler. » Mais c'est lui qui a besoin de ça pour vivre aujourd'hui. Moi, non. Donc il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le comprendre. Il vit un succès que je n'avais même pas à son âge, voilà, plutôt. Et pour lui, c'est normal, il faut plus. Donc, ce qui est intéressant dans notre relation, et là je parle encore d'entourage, c'est que, à la différence d'autres personnes, il écoute. D'accord. Donc, aujourd'hui, avant même que nous nous soyons croisés, j'avais déjà une certaine relation avec Dieu, il en avait une aussi avec Dieu. Voilà. C'est un garçon avec qui nous avons voyagé, on allait en Côte d'Ivoire ensemble, on allait au Rwanda, on priait ensemble avant de manger.
On prie ensemble avant qu'ils montent sur scène. Ça vaut ce que ça vaut pour les gens. Ouais. Mais c'est ce genre de relation dont j'avais besoin. Je n'ai pas cette relation avec tous mes clients, mais pour moi, c'est l'essence même d'une vie professionnelle protégée, un minimum. Être entouré par des gens qui peuvent voir nos vices, nos tares et nous signaler. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des bêtises ou des conneries, mais mon devoir est de l'interpeller. Il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui ont des managers ou des producteurs qui vont d'entrain avec eux dans les vices, ensemble, en groupe. Mais si personne ne voit que l'autre fonce dans le mur. Mais pour voir que quelqu'un fonce dans le mur, il faudrait qu'il y ait des répercussions négatives. Vous faites draguer par 5 à 6 femmes la semaine, sans effort. Vous vous retrouvez au bout d'un an avec une quinzaine de copines que vous n'avez pas négocié, que vous n'avez pas cherché à amadouer, à flatter, à honorer. Alors vous vous sentez honorable, pas honoré. Oui. Vous faites de la clémence. En fait, on vous celles désire. qui ont la chance d'être à vos Voilà. côtés. Et elles se comportent comme si elles avaient de la chance. Oui. Même quand vous déconnez, qu'elles se fâchent et qu'elles boudent parce qu'elles vous ont vu avec quelqu'un d'autre, c'est elles qui vont prendre sur elles après et revenir dire, bon, vous allez dire je m'excuse une ou deux fois, ça va pas marcher. Bon, c'est bon, elle me saoule. pas grave. Après, c'est elle qui Il y en a crie, tu me d'autres. manques, machin, et après vous jouez le jeu, oui, mais je ne referai plus, allez, reviens, et puis voilà. Donc, quand vous prenez goût à ça, pour quelle raison voulez-vous arrêter de vous-même si vous ne perdez pas quelque chose De vraiment important. sur le chemin? À mon avis, les meilleures histoires se construisent quand vous avez presque tout perdu ou que vous avez sacrifié quelque chose en cours de route qui vous permettent de faire des choix décisionnels importants pour la suite de votre vie. En gros, il faut vraiment un électrochoc pour se rendre compte que là, Oui. il faut revenir. Là, on est trop loin, il faut revenir. Ouais. Et en fait, j'ai envie de savoir, Alex, qui est dans le milieu de la mode, qui est pratiquement pareil, qui n'est pas loin, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, cette frénésie-là me fatigue, j'aimerais bien arrêter? Moi, déjà, un peu comme ici, j'ai grandi dans l'univers de la mode. Ça a toujours été une super grande passion pour moi, la mode. Peut-être si j'avais vraiment eu le choix d'avoir vraiment... si j'avais vraiment pu choisir quelque chose à faire, je pense que j'aurais plus été dans la mode. D'une part, je suis d'accord avec la plupart de ce que tu dis ici, l'entourage, tout ça. Mais en même temps, souvent, soit tu décides de sacrifier ta vie pour ta carrière dans le monde des arts, soit tu choisis d'avoir une vie. C'est deux éléments. Soit tu choisis ta carrière, soit tu choisis ta vie. Ça ne peut pas aller ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc si tu choisis ta vie, c'est-à-dire que pour la carrière artistique, c'est foutu, c'est mort. Tu peux pas, peut-être tu vas rebroucher chemin, parce que tu peux pas avoir une vie. Par exemple, tu peux pas être une top modèle internationale ou un top modèle international et avoir une vie stable avec une femme et un enfant à la maison. Moi, j'ai envie de dire, Céline Dion l'a fait. Alors, il a raison sur un point. Après, quand on dit Céline Dion l'a fait, vous choisissez à un moment donné de prendre les rênes quand vous pouvez avoir le contrôle. D'accord. Donc, vous pouvez avoir le contrôle quand intelligemment, vous avez le contrôle. Céline Dion a dû faire face à beaucoup de producteurs. Elle a dû faire face à beaucoup de tourneurs, ceux qui organisent les concerts et autres, parce qu'elle faisait vivre plus d'une centaine de personnes. C'est sûr. Et vous décidez de faire les choses bien. Vous décidez par exemple que vous ne partez plus en tournée. Vous décidez que vous allez à Las Vegas faire un contrat de 2-3 ans où vous chantez tous les soirs dans le même endroit. Donc vous ne cessez pas de chanter, mais vous diminuez les voyages. Vous diminuez ci, vous diminuez ça. Et vous trouvez des consensus. C'est comme ça. C'est un métier qui est public. Pour le concilier avec la vie privée, et c'est compliqué parce que c'est un métier de sacrifice. Okay. Donc après, c'est un métier différent du sport. Vous pouvez chanter jusqu'à 75 ans, vous ne pouvez pas courir ou taper dans un ballon jusqu'à 75 ans. C'est sûr. Donc on a vite fait d'être attrapé par certains travers. On peut être un artiste avec une carrière posée,
pendant 20 ans, mais vous rencontrez la mauvaise personne, vous rentrez dans quelque chose de machin, vous décédez d'overdose ou de quoi que ce soit de bizarre. Effectivement. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui un artiste qui a... Moi, ça fait combien d'années que je ne suis pas allé en boîte, mais il y a une époque, ce n'était pas possible de ne pas aller en boîte. Je pense que c'est ce qu'Alex vit en ce moment. Voilà. Non, juste pour rebondir sur l'histoire de Céline Dion n'a pas choisi sa vie, elle a choisi sa carrière. Mais elle a quand même eu une vie dans sa carrière. Non, elle n'a pas eu de vie parce que son mari, qui était son manager, c'est parce qu'elle avait René qu'elle a pu construire sa carrière. Si elle avait un mari qui quittait le bureau, qui rentrait à la maison le soir, qui n'était pas dans le monde du showbiz et qui n'était pas... Sa carrière était dessinée par son mari jusqu'à sa mort. Donc, en gros, c'est vraiment parce qu'ils étaient dans le même milieu que ça a marché. C'est parce qu'ils étaient dans le même milieu que ça a marché. Le manager, c'est le mari et ça a marché. Alors, je crois que ça fait un peu partie des métiers un peu typés, comme certains secteurs dans le milieu diplomatique où, bon, monsieur est muté, toute la famille doit suivre. Bouger, oui. Ce sont des métiers où, selon les entrées financières, on peut prendre des décisions drastiques. Donc, vous touchez 5 millions de dollars par semaine, vous touchez beaucoup d'argent. Vous pouvez décider que votre famille voyage avec vous et que les enfants vont prendre des répétiteurs spécialisés. Ouais. Qui vous suivent aussi. Ils sont en balade, mais c'est un choix de vie parce que vous voulez votre famille à côté de vous. Vous n'êtes pas différent des autres, juste que vous vous baladez plus que les autres. C'est tout. Ça ne vous rend pas plus responsable, pas plus consciencieux. C'est un choix qui se fait selon les priorités que vous avez dans votre vie. Donc après, pour que ça marche plus facilement, c'est plus une relation complexe entre les conjoints. Là, on est en train de parler d'artistes qui veulent fonder une famille ou qui veulent vivre normalement. Jusqu'à ce que vous soyez mariés, ce sera facile. C'est après que ce sera compliqué. Si la personne n'est pas du même milieu, est-il habité à ce que vous preniez l'avion à chaque fois, sauf s'il accepte de se sacrifier. Oui. Voilà pourquoi on dit que c'est un métier de sacrifice. Oui. Donc, quand les personnes se connaissent assez pour savoir que, bon, écoute, mon amour pour toi est plus fort que mes projets, si les projets de la personne ne peuvent pas se faire à distance, elle va sacrifier beaucoup. Donc, après, la relation peut en pâtir, mais ça, c'est eux que ça regarde. Voilà, c'est un choix de vie personnel. Ça n'influera pas logiquement sur la carrière de l'artiste, mais ça peut jouer sur la vie de famille. Sa vie sentimentale, absolument. Tout ça. Ok. Ça c'est sûr qu'il y a des choix qui se répercutent, qui font effet souvent boule de neige. Et en fonction d'eux, on se rend compte de est-ce qu'on a fait le bon ou le mauvais choix. Et souvent, c'est super difficile. Mais moi, j'ai envie, en fait, après qu'on revienne sur quand on fait le choix de la carrière et qu'on a vraiment décidé, comment on fait après pour s'assurer qu'on fait les bons choix, qu'on ne tombe pas dans certains pièges, qu'on ne choisit pas mal et qu'on ne le regrette pas après alors qu'on ne peut pas effacer tout ça. Mais on revient juste après une petite pause publicitaire. Une bonne chose peut partir. Alors que vous avez le public qui applaudit, qui apprécie. J'ai entendu ce chauffeur. Le technicien. Oui. Ah ouais. Ça va dire. Il a le tonnerre. Le tonnerre qui bousille tout. Rien ne résiste au tonnerre. Les biens de la savane. Les bébés qui soulèvent les poules. Allez. Et la patrie. La patrie. La patrie en démonstration. Il y a personne. Le sourire qui s'échappe. Le sourire qui s'échappe. Il vient s'échapper. Derrière. Et voilà. Voilà. En train de vous dire. Ça me voit que tu le travail. Ouais. Il a réussi à prendre le pied de Kawane. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Et ça se poursuit dans le studio du Loft. Donc, je le disais, comment on s'assure qu'on fait les bons choix? Comment on s'assure qu'on ne regrette pas après?
Pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, on voit des artistes qui semblent avoir fait le choix d'être eux-mêmes, c'est-à-dire avec tous leurs défauts amplifiés par la célébrité, sans tenir compte du qu'en dira-t-on, alors qu'en général, on s'attend à ce que l'artiste soit l'exemple. À un moment donné, la pression est lourde. On ne peut pas faire ci parce que la société ne le cautionnerait pas, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Et à ceux qui décident de braver tout ça, de dire « je suis moi-même avec mes défauts, vous m'acceptez comme ça ». Et comme tu l'as dit tantôt, il y a des gens qui suivront. Comment on sait qu'on a fait le bon choix d'être soi-même ou pas, quand on est dans cet univers vraiment chaud bouillant de la musique, le showbiz, comme on le dit? Comment on sait? Ouais. Quand vous pouvez vous regarder dans la glace et vous dire que vous pouvez sortir, marcher dans la rue et croiser tout le monde sans baisser la tête. Après, ça dépend du contexte. Vous êtes dans quel secteur? Vous faites quoi exactement comme métier pour que vos actions soient répréhensibles ou pas? Donc aujourd'hui, pour les artistes, ça va passer par la tenue légère, ça va passer par l'exhibitionnisme. Mais si vous êtes bien avec ça, Bah, les gens n'y peuvent rien. Parce qu'il y en a Si qui vous choisissent l'assumez. d'être trash dans ce qu'ils font, même dans leurs textes, dans leurs clips. On le voit, il y a beaucoup de nudité, il y a Oui, beaucoup de c'est- gros mots. Et souvent, c'est des artistes que les petits aiment, mais sans plus. Oui, c'est propre à leur état d'esprit et je reviens encore à cela, l'entourage. Parce que vous avez beau être qui vous êtes, si vous n'êtes pas mentoré, mais j'entends par mentorship, pas le fait d'aller à une école, mais de cheminer avec des gens qui vous apprennent des choses sur vous-même, pendant qu'ils en apprennent sur eux-mêmes. Quand vous n'avez pas ce processus d'avancement dans votre vie, comment voulez-vous savoir que vous avancez? Ce que vous appelez avancer, c'est vendre plus de disques, faire plus de concerts, Avoir plus d'argent. avoir plus d'argent, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que l'argent ne va pas tout gérer à votre place. Vous avez $1 million dans votre compte en banque, vous perdez quelqu'un de cher que vous avez négligé, et personne ne vous a appris à ne pas négliger les gens, vous pleurez. Vous êtes riche, mais vous pleurez. Vous pouvez prendre les $1 million, les poser devant vous, vous allez continuer de pleurer. Vous n'y pourrez rien. Vous ne pouvez pas rattraper le Vous temps. ne pourrez pas rattraper le temps, quelle que soit la somme d'argent. S'il faut perdre une personne pour réaliser cela, il faudrait le déclic pour faire attention aux autres personnes qui vont aussi mourir et qui sont dans notre entourage. Mais est-ce que vous êtes toujours assez mentoré? Est-ce que vous êtes assez entouré positivement, spirituellement, comme il le faut, pour que vous puissiez être un minimum alerte à tout ce qui se passe autour de vous? C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et c'est pour tous les secteurs. La musique, le cinéma, le sport, la mode, plus que tout autre. C'est compliqué. Chaque personne vient avec ses vécus, avec son tempérament, son caractère. Il y a très peu d'artistes qui démarrent leur carrière à 4 ans ou à 5 ans. Sauf Jordi. Oui, sauf Jordi. Oui. On a eu aussi notre petit Madson Junior. Oui. Alors, sauf cas exceptionnel, ça vous prend entre 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Et à ce moment, vous avez déjà commencé à décider des choses. Si avant que votre esprit ne soit bien formé, on vous donne du pouvoir parce que vous gagnez de l'argent, vous pouvez être tenté de mûrir trop vite et très malsainement. Parce qu'on n'a pas la capacité. On a vécu cette tragique histoire avec le grand acteur Macaulay Culkin. Maman, j'ai raté l'avion. Un cauchemar, sa vie de famille. Justement, je voulais venir parce que sur le côté des enfants. devenu multimillionnaire trop tôt, trop vite, avec un entourage complexe. Il y a eu d'autres familles, ça a été différent. Beyoncé avec son père. Voilà, depuis l'enfance, la famille part en vacances, elle job, elle danse, elle chante, parce que son père avait un rêve qu'il voulait réaliser. Bon, après, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est son père qui a commencé ça. C'est pas sûr qu'elle ait demandé tout ça. Bon, après, à quel enfant vous dites, viens, tu vas chanter, et il va refuser. Je veux que tu chantes, je veux que tu danses. Bon, au début, c'est amusant pour l'enfant, mais après, à un moment donné, ça devient une contrainte. Après, ça peut être une contrainte, comme ça peut ne pas l'être. Oui. Ça dépend de comment vous prenez les choses. Comment vous transmettez ce que la personne va prendre comme un enseignement. N'importe quelle relation est un enseignement pour vous aujourd'hui. Vous avez des amis qui vous trahissent au bout de 5 ans. Et quand on vous demande qu'est-ce qui s'est passé entre vous, vous ne savez même pas par où vous allez commencer parce que vous n'y étiez pas préparé. Pendant un moment, vous dites, oui, moi, les amis,
je roule seul, je crois quoi. Avec plus de maturité plus tard, vous direz qu'en réalité, cette relation m'a appris des choses. Mais il Et faut la prochaine fois que vous croisez quelqu'un avec qui vous devez être ami, vous avez des garde-fous qui signalent et vous mettez des barrières. C'est sûr. Voilà, parce que vous avez été mentoré, malgré vous. C'était négatif. Par vous-même. Mais non, par la relation qui a été. Il faut qu'il y ait En mode une certaine chat échaudé. il faut qu'il y ait une certaine intensité de relation entre vous et la personne Oui. pour que la rupture fasse mal. C'est sûr. Si vous prenez mal cette rupture, vous ne pourrez pas faire la part des choses pour savoir en réalité ce qu'elle vous a enseigné de bon pour vous. La plupart des gens, je prends l'exemple type chez les femmes, qui après un certain nombre de relations amoureuses, et l'exposent beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'à l'heure-là, elles cherchent l'argent, elles n'ont pas le temps pour les hommes. Garçons, là, on laisse ça de côté. Le jet d'abord. J'en croise beaucoup qui parlent comme ça. Absolument. Moi, je rigole. Parce que dès qu'une femme tombe amoureuse, son cœur lui fait faire absolument le contraire de tout ce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas faire. Et elle ne peut plus en parler à ses copines au hasard. Parce qu'elle pensait qu'elle avait la maîtrise après le niveau de blessure qu'elle a subi, 1, 2, 3, 4. Ça peut aller jusqu'à 7, 8. Vous n'aurez pas Voire le contrôle, plus, hein. voire plus. Oui. Vous n'aurez pas le contrôle. Le cœur est le seul organe qu'on ne peut pas discipliner. Voilà. Donc, quand vous apprenez à être raisonnable avec la vie et à raisonner différemment, vous avez la capacité de prendre les choses avec un peu de recul. Vous allez être blessé, mais vous y êtes préparé. Quand ça va me blesser, est-ce que je continue de crier comme à chaque fois ou je relativise et j'essaie de faire différemment que chaque dernière fois? Oui. Ça peut être essoufflant pour certains parce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être poursuivis par la malchance. Quel que soit ce qu'ils font, ils ne percent pas. Quel que soit ce qu'ils font, voilà. Donc, l'entourage permet, Joue beaucoup. joue C'est très beaucoup pour ça. important. On n'est pas seul. Ça, On a c'est besoin sûr, des hein. autres pour exister. Absolument. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie, comme tu l'as dit. Alors, on s'approche vraiment de la fin de notre échange avec toi, mais j'ai une dernière question pour tout le monde. Ok. Donc, on est d'accord que c'est un milieu très délicat pour des enfants. Mais souvent, il y a des enfants qui ont un talent et on se dit que ça sera dommage que ça reste là et que personne n'en profite. Ça pourrait toucher des gens et tout ça. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'un parent qui est vraiment sceptique de l'univers de la musique peut se donner le droit de tuer un rêve ou une carrière chez un enfant? Est-ce qu'un parent a ce droit-là? Je pose la question avant que tu répondes. Philippe? Bonsoir Alex, cette fois-ci, non? D'accord, Alex, commence. Moi, honnêtement, ça serait super difficile de répondre déjà que j'ai pas encore d'enfant. Peut-être j'ai une âme de conscience qui naît, que tu gagnes une fois que tu es parent, je sais peut-être, je sais pas. Mais honnêtement, je pense que si un jour j'ai un enfant et qu'il a envie, il a un rêve précis, que ce soit dans le monde de l'art ou peu importe, je ne le dirai jamais non. Je ferai tout, comme le dit si bien ici, pour l'encadrer afin qu'il ne tombe pas dans les dérives du métier ou du domaine qu'il aurait choisi. Donc, tu plonges dans le milieu avec lui, Oui. forcé. Avec tous les garde-fous qu'il faut pour le protéger. D'accord. Bah, Philippe, qui déjà n'est pas forcément pour que son enfant. oui, Est-ce mais que bon. tu penses que tu as ce droit-là? Non, j'ai pas du tout ce droit, par contre. Mais j'ai le droit d'être un parent, ce D'accord. qui est différent. Ce que moi, j'aurais fait peut-être à la limite, c'est s'il a un rêve, je préfère le mettre dans une école d'art. Ok. À ce moment-là, parce que moi, je ne suis pas dans le milieu de l'art, je ne connais pas. Donc, je préfère le mettre dans un endroit où il est avec des gens qui peuvent l'encadrer comme il faut, des gens qui connaissent son talent, qui arrivent à reconnaître son talent, avec qui il peut discuter. Parce que moi, je sais que s'il discute avec moi de son talent, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, je ne vais pas du tout me mettre des barrières. Mais dans tous les cas aussi, je vais être sûre que c'est vraiment ce qu'il veut. Ça, il faut être sûr d'abord. Ça peut être juste un petit hobby en passant. Donc, je vérifie, voir si c'est le cas. Je le mets dans... Par exemple, au Mali, on a le conservatoire, par exemple. Il y a beaucoup de disciplines. Je suis moi-même allée voir un peu comment ça se passait, pour moi-même. Hein, parce que je voulais faire de la peinture depuis un moment. Et je sais qu'il y a des écoles comme ça, peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Il y a toujours des écoles comme ça qui sont à portée de tout le monde. Donc, je jette là-bas. D'accord. Est-ce que l'école est la solution pour s'assurer qu'on est prêt à affronter la réalité de la vie d'artiste? L'entourage. L'entourage, toujours. Peu importe qu'on ait été au conservatoire ou non, l'entourage déterminera quel artiste on sera. Alors, aujourd'hui, je suis toujours dans la musique en tant qu'agent
Mais je suis plus tourné vers la mode maintenant. Ok. Voilà, je suis dans le mannequinat commercial et podium. Et j'ai 3 mannequins mineurs. Ok. Et 2 au Burkina, 1 au Nigeria. Et les parents de ces 3 mannequins, ce sont des filles, ne savent pas à quel point je rends grâce, souvent, pour cet amour dénué de complexe qu'elles ont pour leurs enfants. Je ne dis pas que les autres parents n'aiment pas leurs enfants comme elles. Parmi ces 3 mamans, il y en a une qui sont des musulmans, donc le mannequin est voilé, la maman même est voilée tout le temps. Mais quand je regarde la relation par laquelle ça a commencé, l'approche du mannequin, la rencontre avec sa maman, j'ai appris des choses en pensant à l'éducation que j'ai reçue moi-même de ma mère pour comprendre que c'était un passage de famille à famille. Aujourd'hui, j'appelle chacune de ces mamans « maman ». D'accord. Parce qu'elles ont l'obligation d'être convaincues que leur enfant est avec un grand frère. Oui. Pas avec un agent, pas avec un patron. Elles ont un âge où on ne peut pas comprendre les risques de la vie. Donc il faut avoir une relation avec le parent qui conforte ce qu'elle cède à l'enfant de sa part de bon, c'est ta passion. Si vous ne rassurez pas forcément le parent lâche la bride parce que l'enfant s'entête et qu'il joue entre ses émotions de père et d'ami, parce qu'il faut bien être l'ami de son enfant pour permettre certaines choses. Donc, je dis encore l'entourage, parce qu'à partir du moment où je croise cet enfant, je fais partie de son entourage. Absolument. Donc, on parle des mineurs, c'est l'entourage. On parle des adultes, c'est l'entourage. Peu importe les choix que vous allez faire, vous allez être confronté à des gens qui vont devoir vous enseigner quelque chose. Il faut prier que le maximum de gens que rencontre votre enfant soient des personnes qui aient des choses positives à enseigner. Sinon, il va y avoir maintenant un conflit de raisonnement. L'enfant qui vient dans la mode aujourd'hui peut être confronté à un certain type de problème. Bon, Alex connaît ça un peu. J'ai 3 mannequins mineurs. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. J'ai des mannequins majeurs. Il y a des shootings qu'ils peuvent faire, qu'il est inconcevable que les enfants voient. Et il faut faire en sorte que les mineurs ne soient pas à portée de ça. C'est clair. En Europe, on s'en fout un peu. Aujourd'hui, tous les grands couturiers vont chercher leurs filles dans l'Europe de l'Est. On te prend des filles à 14 ans, elles font 1m80, elles sont toutes minces et tout, bien toutes plates parce que c'est ce qui correspond. Et ça devient un enfer de vie sous prétexte qu'elles vont gagner de l'argent et qu'on va les former pendant des années. Bon, certains pensent que c'est de la traite. Pour les gens de la mode, c'est les règles. Voilà, ce sont les zones où on trouve les filles les plus minces, il faut une taille 34, il faut que ce soit comme ci, comme ça, donc pas de seins, pas de fesses, et absolument pas le droit de prendre du poids en grandissant. Donc voilà, moi j'ai des amis qui sont dans la mode en Europe, quand elles préparent des défilés, pendant une semaine, elles boivent de l'eau et elles mangent 3 pommes par jour. Donc les générations se succèdent, ne se ressemblent pas, mais il y a aussi le choc des civilisations. La mentalité africaine, européenne, c'est différent. Donc, l'entourage. D'accord. Donc, on s'arrête sur l'entourage. En tout cas, merci beaucoup. On a beaucoup appris aujourd'hui avec toi. Merci à vous. J'espère que tu reviendras. J'espère bien. C'est chez toi ici. Merci. Et on espère qu'il y en a qui en tireront leçon, qui comprendront, malgré le talent qu'on a, malgré les objectifs que l'on se fixe, c'est très important d'être bien entouré, de souvent savoir faire le tri, de s'éloigner des relations toxiques quand on veut aller loin et parfois de faire des choix vraiment drastiques en fonction de ce que l'on veut pour sa vie. Merci beaucoup ici. Merci à vous. Ou Francis, qu'est-ce que tu préfères? Peu importe. Pour la suite, on va continuer d'apprendre, mais cette fois, je pense que tu vas être content de la suite parce qu'on a une rubrique employabilité, donc pour aider tous ces jeunes-là, pour être sûr qu'ils sont bien outillés pour chercher de l'emploi. Donc ça vient après l'orientation, certes, mais c'est tout aussi important. Job Astuce, c'est maintenant avec le Waga Job Challenge. Il va se décider. C'est parti. Décollage. C'est parti. Il monte. Alors, maître. Validé. C'est validé. Il monte. La puissance. Il monte. Il descend.
Kelly. Ça va partir, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La puissance. C'est parti. La puissance. C'est parti. Et bon, la puissance. On l'applaudit très très fort. On y va maintenant pour les sacs. Il va y aller. Gros Kelly. Motivation. Motivation les gars. Il lui reste un dernier sac. On l'applaudit. Il est très bien parti. Allez, on l'accompagne. On l'accompagne. On l'accompagne. On l'accompagne. On l'accompagne. Jusqu'au bout. Alors maître. Et Job Astuce, c'est maintenant. Aujourd'hui, on est avec Yvan Sawadogo. Bienvenue sur notre plateau. Merci Stéphanie. Comment tu te portes? Ça va, super, et toi? Ça va bien. Alors, la semaine dernière, avec Fadima, on a vu comment préparer l'entretien d'embauche. Exactement. Et aujourd'hui, on va dans le vif du sujet. L'entretien, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que l'entretien d'embauche, c'est une prestation. Vous venez faire cette prestation, un spectacle, mais dans le but de vous vendre. Vous devez impressionner tout en étant humble. Alors, l'entrevue d'embauche, elle commence dès l'instant où vous mettez le pied dans l'entreprise. D'accord. Dès cet instant-là, arrivez 10 minutes à l'avance, saluez même le vigile. Vous devez le saluer de manière très respectueuse. Il y a des entreprises qui évaluent ça. Comme l'a dit Fadima, lorsqu'elle est passée, amenez une copie de votre dossier, exactement le même dossier que vous avez envoyé pour être reçu à l'entrevue. Alors, je dirais qu'il y a à peu près 6 étapes, 6 points importants que je voudrais aborder concernant l'entrevue. La première des choses, c'est que lorsque vous arrivez en entrevue, après avoir salué les gens, la première des choses, ça va être, on va vous demander, mais parlez-vous de nous, parlez-nous de vous. Oui. Pour ça, vous avez 30 secondes pour parler de votre expérience, de votre parcours académique et de 2 à 3 qualités qui nécessitent que vous ayez le poste. D'accord. Voilà. C'est ce que souvent les gens appellent le pitch de vente. 30 secondes. 30 secondes, okay. Voilà. Essayez de le faire en 30 secondes. Je vous assure, ça peut passer. OK. Par la suite, lorsque vous allez parler de vos expériences, appuyez-les avec des exemples. Okay. C'est très important lorsqu'on vous demande « Avez-vous fait ci, fait ça ?» Oui, par exemple, lorsque j'étais à tel endroit, j'ai fait ci. Ou je suis telle ou telle personne. Par exemple, je suis comme ça. D'accord. Fadima, la dernière fois qu'elle est passée, elle a parlé de quelque chose qui est très important. C'est toujours tout aussi important en entrevue. Ne récitez pas votre CV. Votre CV, les gens ont déjà des copies et c'est sur ce quoi ils se basent pour poser les questions. Donc, évitez de revenir, de réciter exactement le CV. Ouais. Quelque chose de très important qui ne se voit pas souvent lorsqu'on va en entretien, c'est lorsqu'on vous demande d'évaluer votre niveau de langue. La plupart du temps, c'est de l'anglais. Voilà. Oui. Quelque chose de très important lorsqu'on va vous demander ça, évitez de répondre immédiatement dans la langue. Voilà. La raison est toute simple. Il se peut, il y a de fortes chances que la personne que vous avez en face de vous ne maîtrise pas aussi bien la langue que vous. Donc ça peut vraiment être bizarre, ça peut prêter à confusion. Donc c'est vraiment des choses à éviter. Ne vous adressez dans la langue que lorsque votre interlocuteur commence à s'y adresser dans la langue. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre l'initiative de changer de langue parce qu'on vous parle de votre compétence dans une autre langue. Voilà, c'est ça. Voilà. Très important parce que souvent, ça peut porter à préjudice. Voilà. Parce que la personne va se dire « Ah, peut-être qu'il est mieux que moi. » Voilà. Ça va porter à préjudice. D'accord. OK. Voilà. L'autre étape, c'est bien sûr les qualités et les défauts. Lorsqu'on vous demande de dire « Donnez-moi 5 de vos qualités. » Et s'il y avait un défaut que vous souhaiteriez changer, lequel ? Ça, c'est un exercice que vous réussirez facilement si, bien sûr, vous avez vu notre première chronique sur la confiance en soi, qui vous permet de mieux vous connaître. Voilà. Concernant vos défauts, j'appelle ça plus des points à améliorer. Voilà. Parlez-en, mais expliquez comment est-ce que cela constitue un avantage dans l'emploi auquel vous postulez. Parce que dans la vie, une qualité dans un domaine peut être un défaut dans l'autre. Voilà. C'est vrai que Fadima nous avait dit si on est entêté, on peut postuler pour commercial.
C'est sûr qu'il faut de la ténacité souvent pour être commercial. Peut-être pas entêté, peut-être convaincant, persuasif. Oui. Voilà, exactement. Donc voilà un exemple justement que Fadima a donné lorsqu'elle disait cela. Ouais. D'accord. Et je termine en disant que lorsque l'entrevue se termine, lorsque vous sentez qu'elle se termine, posez des questions. Posez des questions, ayez un carnet de notes pour noter les réponses que vos différents interlocuteurs vous donneront. Voilà, parce que ça montre qu'il y a un intérêt de votre part. Vous voulez en savoir plus sur le poste, dans quel projet vous allez travailler dessus et tout. Voilà. Quel type de questions on peut poser? Parce que si on a fait le travail de recherche, souvent on a quand même les éléments de réponse. Donc qu'est-ce qu'on peut poser comme question à la fin? Parce que c'est vrai que souvent c'est une colle. Hein. Quand on vous dit est-ce que vous avez des questions? Les questions sur, je donne des exemples comme ça, la composition de l'équipe, le profil. Je donne l'exemple, par exemple, si vous êtes recruté comme chef de projet. Voilà. Okay. Si on prend l'exemple du chef de projet, ça va peut-être poser la question, quand est-ce qu'il y a eu, par exemple, la signature pour le financement? Quelle est la composition de l'équipe? Parce que ça, c'est sûr que ce sont des choses, des informations qui ne sortent pas lorsque vous postulez dans la description de poste. D'accord. Voilà. Est-ce que, par exemple, quelle est la fréquence des réunions? Sont-elles hebdomadaires, mensuelles? Est-ce que déjà il y a des délais? Voilà, des choses à rédiger. Voilà. Déjà, ça vous montre, en fait, la personne se dit, ah ok, la personne, elle est intéressée, dès qu'elle va arriver, elle aura déjà quelque chose à faire. Et ça intéresse vraiment l'interlocuteur lorsque vous posez ce genre de questions et quand vous avez ce genre de réponse. En fait, ça termine l'entrevue sur une note positive et stimulante. D'accord. Exactement. OK. Voilà. C'est bien ça. Donc, il ne s'agit pas de poser des questions bateau, mais vraiment très spécifiquement par rapport à l'offre, au poste à pourvoir à ce que vous pouvez offrir, poser vraiment des questions concrètes sur si une fois vous êtes employé, qu'est-ce qui peut être comme information utile? Bien sûr. Et ça vous donne des informations sur comment préparer votre entrée dans le cas où l'entrevue, on le souhaite toujours, termine sur une issue positive. Et on espère, et on y croit, et on pense que ça va se passer bien. C'est ça. Et je termine en disant, lorsque vous sortez de l'entrevue, dès que vous sortez, vous avez fait votre prestation. Passez à autre chose. N'entrez pas chez vous, vous couchez en vous disant, en pensant, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. À partir de ce moment-là, la décision ne vous appartient plus. Voilà. Passez à autre chose, essayez de postuler ailleurs, faites du sport. Continuez à vivre. Voilà, continuez à vivre, exactement. Et j'ai un mot, je termine sur un mot que j'aime souvent dire lorsque on fait le coach avec Waga Job Challenge. Je dis aux gens, vous savez, vous n'êtes pas un chômeur, vous êtes un éventail de compétences. Donc, ayez toujours l'esprit positif. Voilà. Après plusieurs non, il y aura forcément un oui. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Yvan. Donc, merci beaucoup à toi également. Merci à vous pour l'invitation. Je sens que tu as écouté avec beaucoup d'intérêt. Oui, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Je me disais aussi que ça me parle beaucoup. Je suis aujourd'hui coach en renforcement de capacité, marketing commercial, et je me plais à croire que l'enseignement constant et perpétuel est la meilleure source de protection pour un meilleur lendemain. Et ça ne passe pas forcément par tout de suite aller au cours. Instruisez-vous en allant sur Google, instruisez-vous en discutant, en intégrant des groupes d'échange. Allez là où il y a de l'information utile à exploiter. Et même quand vous ne faites pas l'effort d'apprendre, ça va rentrer tout seul parce que vous êtes dans un endroit et un environnement positif. Le cerveau n'a pas besoin de votre accord pour retenir et emmagasiner des informations qui vont vous servir plus tard à votre insu. Donc, j'aime croire qu'il faut véhiculer ce genre d'idées et jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas m'être trompé, ça fonctionne. Merci beaucoup. Ouais. Donc, le message est clair, hein, encore et toujours. On ne finit jamais d'apprendre, on nous l'a dit. Il n'y a pas de raison de s'arrêter tant qu'il y a la vie, autant savoir le maximum sur ce qu'il y a de maximum à savoir. Merci beaucoup à tous mes invités aujourd'hui. Merci à Essie, merci à Yvan. Merci à Philly, Alex qui nous a quittés, on dit un grand merci. À vous tous qui nous avez regardés, un grand merci. Merci à toute l'équipe de production. Et vous le savez, on se retrouve lundi, la semaine prochaine, donc avec d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles au programme de BF1. Et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez de qui vous êtes, donc faites les bons choix, de sorte à ne pas avoir à baisser la tête quand vous sortez de chez vous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ici qui l'a dit. Bonne journée, au revoir.
Africa.